Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Alors aujourd'hui, je suis avec Thibaut van der Hofstadt, qui est le CEO et cofondateur de Sortlist. Bonjour Yves. Bonjour Thibaut. Je vais juste commencer comme ça, mais est-ce qu'on peut dire que Sortlist, c'est un peu un Tinder entre les entreprises et les agences marketing ? Alors c'est comme ça que les journalistes aiment bien nous définir. Maintenant c'est pas vrai. C'est une définition sur laquelle on aimerait bien pouvoir se détacher. Ok. Parce que le Tinder en fait c'est assez réducteur parce qu'on fait beaucoup plus en fait en termes de services. On ne fait pas que du matchmaking. Ok. En fait on a toute une pléthore de services qui sont à disposition des entreprises et aussi des prestataires de services. Et donc notre idée c'est de vraiment permettre en fait de rendre le marché beaucoup plus transparent. Et donc il y a énormément de données et de data qu'on a récoltées à travers les années et tout le travail technologique qu'on a mis en place pour aider les gens justement à s'inspirer, à découvrir en fait des réalisations aussi qui font partie de leur secteur, d'avoir accès à la data en fait sans notre aide spécialement de nos services de matchmaking. Okay. Et en fait donc il y a vraiment il y a plusieurs types d'expériences sur Sortlist. Le matchmaking en fait est initialement un de nos premiers métiers, mais on a ouvert en fait l'expérience à beaucoup plus de services. Ça va de la découverte en fait des besoins à l'inspiration, à l'éducation aussi. Donc on a un blog qui est fourni avec énormément de contenu de qualité par des experts du marché. On a des moteurs de recherche qui sont accessibles aussi publiquement. Donc si vous avez un besoin spécifique ou vous voulez juste vérifier l'information, c'est tout à fait possible. Et puis on a notre service de consultant et d'advisor qui est gratuit sur le site pour aider au matchmaking. Et finalement, on offre aussi des données et des data sur les tendances de marché. Donc oui, c'est large. C'est assez large. Hein. Et donc, en gros, si moi j'ai un projet marketing, je veux créer un site internet, mais je sais pas comment faire, ni par où, ni par comme, voilà. Je vais sur votre site et je trouverai gratuitement à la fois des informations et des conseils pertinents, mais aussi je pourrais gratuitement présenter mon projet et être mis en relation avec des agences ou des indépendants qui seront compétents pour m'aider, c'est ça, hein ? C'est ça, exactement. Et si il y a un besoin d'avoir accès à des données même sur les types de budget, les tendances du secteur dans lequel vous êtes, c'est aussi possible pour des sites internet. Alors je fais une petite aparté tout de suite, mais j'ai déjà utilisé ce service et j'ai trouvé que c'était très performant et effectivement avec un très bon suivi de la part de ton équipe. Et donc bravo, parce que effectivement ça m'a bien aidé à ce moment-là. Donc vous êtes vous êtes une centaine aujourd'hui dans l'équipe ? Alors on est autour d'une centaine. J'ai pas le chiffre exact pour être honnête, parce que c'est vrai qu'on a eu beaucoup de recrutements, surtout récemment. Et puis il y a aussi de temps en temps des départs, donc ça fait partie aussi de l'histoire d'une boîte qui grandit vite. Hein. Donc on est passé comme de 20 à plus d'une centaine en moins de 4 ans, ce qui a effectivement créé pas mal de disruptions dans la manière de s'organiser et de gérer l'équipe. Et donc c'est vrai qu'avoir un nombre exact en tête, c'est compliqué. Donc vous êtes une centaine et tu as monté ceci avec 3 associés, si je me trompe pas. Alors on est 4 associés. Donc il y a Nicolas, Charles et Michael. Et donc oui, donc 3 de plus. Ouais. Et en 2014. Et en fait, 2015. ouais, en fait en 2014 on a commencé la première version du site, qui était en fait à la base un simple site vitrine avec une liste d'une centaine de prestataires dans le secteur du digital. Et puis on a été incubé au Nestup. Et là, on a commencé à faire pas mal de pivots. Et c'est vraiment depuis 2015 on a commencé à faire plus l'aspect marketplace. Et donc en fait, d'évolution en évolution, voilà ce qu'on est aujourd'hui. Donc 2014, vous cherchez encore un petit peu. Vous étiez tout juste diplômé. Oui. Et d'où est venue l'idée ? Alors l'idée en fait elle n'est pas arrivée un jour en se réveillant le matin. Je pense que c'est un processus entrepreneurial pour notre part.
Donc il y a plein de types de boîtes, il y a plein de types d'entrepreneurs. Certains en fait vont développer des entreprises basées sur leur expérience professionnelle parce qu'ils ont vécu un problème dans leur métier et ils veulent trouver une solution à ce problème qu'ils ont vécu au quotidien, et donc ils développent directement une boîte en fait sur cette problématique-là. De notre côté, nous en fait, comme on était étudiants et qu'on n'avait aucune expérience professionnelle, ben, on s'est cherché pas mal. Donc on a passé beaucoup de temps à parler avec des entrepreneurs, avec des chefs d'entreprise, avec des PME, et puis avec des plus grosses boîtes, pour essayer de comprendre en fait quelles étaient leurs problématiques au sens large dans leur développement. Et on s'est retrouvé en fait de fil en aiguille, après interview, après des mois et des mois de rencontres, à se rendre compte que ben, le marketing, le digital était pas évident pour la plupart des boîtes, que la plupart des entrepreneurs et des décisionnaires en fait ne savaient pas spécialement avec qui travailler pour pouvoir innover, pour se développer. Et donc au final, pas mal d'entreprises se retrouvaient en fait à sous-investir dans leur entreprise, ce qui de facto crée peu de valeur pour l'économie, parce que derrière on a des boîtes qui sont extrêmement spécialisées dans leur domaine, mais qui n'investissent pas assez pour se faire connaître. Ouais, et en Belgique, il y avait savoir-faire, mais pas le faire savoir. C'est ça, et c'était un constat en fait assez fort en Belgique. Et donc un peu d'une envie de changer la dynamique de l'économie belge, vraiment. Enfin, c'était un petit peu la motivation initiale, se dire mais allez, on peut depuis la Belgique en fait impacter le monde, et pourquoi pas en fait aider un maximum de Belges à pouvoir s'innover et à s'inventer, à digitaliser. Et puis on s'est rendu compte évidemment que c'est faisable à travers le monde parce que c'est universel. Toute boîte a besoin de se faire connaître, d'innover, de se développer. Et donc c'est comme ça que vous avez créé la boîte. Qu'on a créé la boîte. Et donc là vous réunissez, vous allez chez le notaire, vous créez la boîte. Ouais. Et ouais, au début quand on a créé la boîte, c'était pas Sortlist, hein, donc c'était une autre boîte. Ça s'appelait Team Corner. C'était une petite agence en fait digitale. Et donc notre solution très simple que finalement des milliers de gens mettent en place, c'est de créer une boîte de service. Ouais, okay. Et donc on se rendait compte qu'il y avait des problématiques, et donc au début on a donné du conseil, on a fait des audits digital chez pas mal de clients. On a proposé d'implémenter différentes solutions pour les aider à se digitaliser, à innover, etc. Et au début, donc nous, on a fait nous-mêmes des sites web, on a fait nous-mêmes des campagnes marketing, etc. comme agence digitale. Oui. Et puis de fil en aiguille, on s'est rendu compte en fait que les besoins étaient de plus en plus spécifiques. Typiquement, on avait Pedigree avec qui on discutait à l'époque. C'était un peu l'époque où les applications mobiles étaient hyper recherché, demandé, et donc on avait imaginé de faire une sorte d'une application Pedigree mais Nike Run Plus, où en fait les passionnés de chiens pouvaient aller se promener avec leurs chiens, faire des photos, montrer le nombre de kilomètres de promenade qu'ils ont fait aux autres passionnés de chiens, et la marque Pedigree aurait été avec une application, mais on n'avait aucune compétence en développement d'application, on n'avait aucune compétence dans cette implémentation de tout ça, et donc on a commencé à chercher des partenaires de développement d'applications. On en connaissait 2-3, on n'était pas spécialement convaincus, donc on en cherchait d'autres. Et en fait, en cherchant un petit peu sur Google, sur les différents outils existants de l'époque, on n'a rien trouvé vraiment de pertinent par rapport à nos besoins. Et donc de là, on s'est dit, mais est-ce que c'est pertinent que nous-mêmes on fasse chaque fois systématiquement chaque mission? Est-ce qu'il n'y a pas moyen, au final, de créer une expérience où le marché va pouvoir aider tous ces besoins qui sont en fait globaux, quoi. Et donc au lieu de passer notre temps et nos heures à faire un service où on se limitait à 1, 2, 3, peut-être, allez, on a eu 25 clients comme agence, est-ce qu'on serait pas aidé en fait le monde entier en créant une plateforme? Et c'est un peu de là qu'est venue l'idée d'arrêter de faire du service et de plutôt créer un produit et d'arriver en fait à avoir un impact global. Parce qu'au final, on s'est pas lancé dans l'entrepreneuriat pour dire ok, on va juste faire de l'argent, juste essayer de signer plus de clients. Notre objectif, c'est un peu de manière naïve, et je pense qu'il faut être un peu naïf pour se lancer. On veut réinventer le monde, on veut changer la dynamique. Et c'est vrai que cette envie de vouloir avoir des entrepreneurs belges qui réussissent, des boîtes qui réussissent grâce à nous, mais de manière peut-être universelle. C'était un petit peu notre motivation de se dire ok, on doit changer les choses. Et là on a fait un gros pivot,
on a arrêté complètement le service, tout en sachant que le risque, c'est qu'évidemment, on n'allait plus faire de revenus. Oui. Parce que, en fait, le service, c'est très bien pour générer du revenu. Et se lancer sur un produit et une plateforme, en fait, ça prend du temps, quoi. Donc, une plateforme ne vaut rien, pour être honnête, tant qu'il n'y a pas de trafic dessus, tant qu'il n'y a personne qui l'utilise, tant qu'il n'y a pas de données, Et donc, en fait, pendant 1 an et demi, 2 ans, on s'est pas payé. Ça a quasi duré 3 ans. Oui. Parce que le temps, en fait, de mettre en place, comprendre même comment ça fonctionne. Tout était réinvesti en plus. Oui, c'est ça. Mais donc, au début, pour être honnête, en 2014, c'était, on n'a pas fait de chiffres du moment où on a commencé à lancer le site et le moment où on a fait notre première levée de fonds. Voilà, il y a vraiment pas de revenus du tout, quoi. Donc, heureusement, on vivait chez nos parents et donc, c'était un petit peu notre avantage de jeunes débutants dans le monde professionnel. Des inconvénients, mais des avantages. Ouais, et donc, en fait, les inconvénients, c'est qu'on a pris beaucoup de temps peut-être pour se chercher et trouver en fait les problématiques sur lesquelles on voulait vraiment se concentrer. Les avantages, c'est évidemment qu'on avait du temps devant nous pour pas non plus être avec un prêt sur la tête ou des enfants, et etc. Donc c'est voilà, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc, vous avez lancé votre marketplace petit à petit. Vous avez fait comment pour la faire connaître elle-même? Parce que c'est pareil, on voit des Google qui proposent du AdWords, mais qui envoient des courriers pour ça. Et enfin, vous, est-ce que vous avez justement plongé uniquement en digital? Est-ce que vous êtes fait du porte-à-porte? Est-ce que... En fait, basé sur nos connaissances, on a fait ce qu'on connaissait. Donc, comme on a appris en cours de route, vu que c'est impossible de tout savoir quand on se lance, ce qui est tout à fait normal, au tout début, on a pris notre téléphone. On a pris des bouquins d'alumni de l'UNIF pour appeler, envoyer des mails, pour essayer de rencontrer des gens, essayer de se faire connaître. Et puis, on a commencé à réfléchir à des techniques pour essayer d'automatiser tout ça, mais à plus grande échelle. Bon, c'était encore en 2014, Internet était un peu différent. Il y avait un peu moins de barrières au niveau sécurité, etc. surtout. Ni de RGPD. Oui, de RGPD, par exemple. Mais c'est clair que, en fait, c'est très compliqué de faire des choses sans arriver à automatiser. Donc, sur Internet, il faut vraiment très rapidement développer des connaissances en data science et en fait utiliser la puissance du fait que l'information est accessible quand même déjà en fait sur Internet. Et donc ça c'était un peu la clé, c'était de comprendre que c'est parce que en fait on va pas encoder toute une base de données nous-mêmes pendant toute une nuit. On l'a fait au début. Donc typiquement au début les 100 ou les 200 premières agences digitales qu'on a référencées, on l'a fait à la main, une à une, parce qu'il fallait créer de la valeur, donc il fallait commencer à créer une liste. Et puis on a commencé à découvrir que, en fait, comment fonctionne Google, c'est des robots qui crawlent la data. Et puis on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le même type de technologie? Enfin, c'est pas parce qu'ils sont américains, qu'ils sont Google, qu'en fait ils ont plus le droit de le faire que nous. Donc à partir du moment où l'information est une information d'entreprise, qu'elle est publique et qu'elle va pas porter préjudice aux gens, voilà, c'est important de pouvoir la récupérer, la structurer, la rendre unique en fait et à créer de la valeur ajoutée en fait pour les utilisateurs. Et c'est ce qu'on a fait. Il nous a fallu quasi 1 an et demi pour le faire. Et en fait, de là, grâce à un service et une information qui est pertinente, on commence à créer un petit peu de valeur pour les entreprises. Et encore, c'est pas encore suffisant. Il faut toujours aller plus loin. Pour créer vraiment de la valeur, il faut avoir de l'information la plus unique possible, qui peut se trouver nulle part ailleurs. Et donc de là, on a commencé à créer des outils pour faciliter la présentation des prestataires, donc mettre en avant les réalisations qu'ils ont déjà effectuées avec des clients précédents, vraiment avoir des données les plus pertinentes pour aider les gens à prendre une décision, finalement de se dire ok, c'est la bonne personne à qui bosser, les pousser aussi à inviter leurs clients précédents pour valider la qualité de leur service, parce que finalement c'est le plus important, c'est ok, est-ce que c'est bien qu'ils disent qu'ils ont fait un projet pour Renault, pour Ford ou je sais pas pourquoi je parle de voiture, mais ça peut être dans n'importe quel secteur, comme le legal ou peu importe. Mais si derrière
si derrière les clients avec qui ils ont bossé sont pas contents, ben à quoi bon même les contacter, quoi. Et donc là, donc on a travaillé pas mal là-dessus et on continue à travailler dessus. Donc c'est un peu un travail sans fin, quoi, de toujours agréger un maximum de données pertinentes. Et c'est grâce à ces données pertinentes, au final, qu'à un moment donné, pour se faire connaître, ben il y a un côté un peu flywheel effect, hein, donc un effet de réseau, un effet de cercle vertueux, où au plus on va avoir des données pertinentes, au plus on pourra créer de la confiance. Cette confiance, finalement, va aider d'autres entreprises à venir. Et comme il y a d'autres entreprises qui viennent, et de plus en plus d'entreprises qui viennent, ça va attirer aussi plus de prestataires de qualité de nous rejoindre. Et ce qui, de facto, crée des effets, plus de données, etc., etc. Et donc, en fait, arriver à créer ça prend des années pour une marketplace. Donc, si vous voulez vous lancer dans une marketplace et que vous voulez rapidement avoir un business, je vous déconseillerais de vous lancer dans une marketplace. Je vous conseillerais plutôt de vous lancer dans une solution type SaaS ou software qui va résoudre vraiment un problème clé. Parce que créer une marketplace, en fait, il faut compter 5 ans, grosso modo. Enfin, c'est ce qui se dit pas mal dans la documentation VC sur le sujet. Il faut compter 5 ans pour arriver à craquer, en fait, ce problème de flywheel effect. Et là, nous, voilà, maintenant, ça fait plus de 5 ans. Donc, c'est clair que depuis qu'on a dépassé ce stade, on sent que tout devient de plus en plus facile. Même si je dis c'est facile, c'est pas aussi facile que ce que je le dis, mais oui, c'est comparativement plus facile. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a cette première phase où forcément vous le faites sur fonds propres et sur votre temps. Tu as parlé de levée de fonds et donc rapidement vous vous êtes dit pour pouvoir faire les développements nécessaires, on va avoir besoin de fonds, donc on va devoir faire entrer au capital des personnes, c'est ça? Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le marché du funding en Belgique a quand même pas mal évolué et c'est positivement. Donc et je pense que pour des entrepreneurs peut-être plus âgés qui ont commencé dans les années 2000, ils voient encore plus radicalement la différence. Mais il faut savoir qu'en Belgique, il y a eu un peu cette tendance à vouloir créer des boîtes très vite rentables qui génèrent beaucoup de bénéfices et de revenus, ce qui est tout à fait en fait normal et c'est ce qu'on veut tous faire avec une boîte. Mais il faut savoir que quand on est dans le secteur internet et technologique, il faut pouvoir investir quand même beaucoup dans le produit. Parce que rien que l'explication du fait qu'il faut capturer les données, arriver à créer une expérience qui crée de la confiance, qui crée des effets de réseau, etc., ça prend du temps. Et donc, en fait, cette dynamique-là, elle n'était pas aussi évidente que ça dans la tête des investisseurs à l'époque, quand on a fait notre première augmentation de capital en 2015. Et donc, en fait, en gros, comprenant cette situation, je me suis dit qu'il fallait qu'on puisse montrer aux investisseurs, justement, belges, que on savait faire du revenu rapidement. Peu importe, en fait, ce qu'on avait derrière en termes de produits. Oui. Et donc, au tout début, on a fait un petit hack, entre guillemets. On s'est mis tous les 4, donc on était que les 4 fondateurs à l'époque. Et on a pris une liste, des prestataires qu'on avait qu'on avait accumulé à travers notre expérience quand même de récupération d'informations de contact, etc. Et on a fait des choses pour pouvoir vendre le plus vite possible. Et on a fait en 15 jours 15 ventes. C'était la stat qu'on a communiqué aux nouveaux entrants, aux investisseurs, et on l'avait fait. Et comment est-ce qu'on l'a fait? On a pris des trainings de sales. Donc on a engagé un consultant. Donc on n'avait pas beaucoup d'argent, mais on s'est dit on sait pas vendre. Formons-nous. Donc là on a investi dans notre training de sales. On a pris Philippe Zombat, d'ailleurs il sera hyper content d'entendre, qui s'est lancé maintenant full time dans la formation pour devenir commercial. Je pense une formation indispensable en fait pour tout entrepreneur. Il faut savoir vendre parce que c'est très bien d'avoir des bonnes idées, c'est très bien de faire un produit, mais si on sait pas vendre, on sait rien faire. Et donc on a pris cette formation, c'était un peu un pari. Il nous restait un petit peu d'argent qu'on avait accumulé quand on avait créé la boîte. Et donc on s'est mis en mode, on a pris les numéros de téléphone des gens. En même temps, on a fait de la publicité sur Sortlist auprès de ces gens-là. Comme ça, ils savaient qu'ils nous connaissaient déjà. Donc à l'époque, on pouvait créer des audiences sur Facebook où on avait l'email de la personne et on créait des custom audience. Ah oui.
Enfin voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on peut faire. Où au final, avant même qu'on appelle, en fait, la personne nous avait déjà vu 20 fois, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, quand on appelait, qu'on disait ah voilà, enfin, et qu'on arrivait avec notre petite speech et qu'on posait des questions, les personnes en fait nous connaissaient. Et ce qui facilitait pas mal les choses. Et donc pour décrocher un meeting, vu qu'après c'est la clé, c'est arriver à décrocher le meeting, montrer ce qu'on est en train de construire, comment on va pouvoir créer de la valeur pour la personne, etc. Donc comme ça, de manière hyper straightforward, on a fait très rapidement pas mal de ventes, avec dans l'équipe finalement un ingénieur informaticien qui est pas vendeur du tout à la base, avec un double master en communication et sciences politiques, et avec plutôt Nicolas qui est ingénieur commercial le côté marketing et moi plus au niveau finance. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. Et puis évidemment, une fois qu'on a fait 15 ventes en 15 jours, après on a tiré une sorte de plan avec une ligne qui est exponentielle. On a été voir des investisseurs du réseau. D'abord, on va chercher dans la famille, on va chercher les amis. On va demander aux amis des amis s'ils connaissent pas quelqu'un qui est chaud d'investir. Et ils ont fait ce pari d'investir en nous parce qu'en fait, il y avait rien. Oui. Il y avait rien. Il y avait 15 ventes. Il y avait 15 ventes et puis il y avait une plateforme qui était pas vraiment une plateforme, c'était encore un site web qui était à ses débuts. Il y avait pas de trafic, il y avait encore rien, quoi. Et donc c'est là qu'on a eu nos premiers 500 000 euros. Et puis en écoutant pas mal de conseils d'entrepreneurs, on m'a dit attention, oublie pas que l'argent en fait c'est facile à dépenser, mais en gagner c'est très compliqué. En effet. Oui. Et donc j'ai été vachement prudent dans la manière de gérer cet argent pour essayer de gagner du temps en fait pour développer la plateforme. Et donc on s'est quasi pas payé, même si on avait en fait 500 000 euros, on s'est dit ok, on se paye le minimum pour qu'on puisse vivre et qu'on tienne en fait le temps qu'il faut, qu'on puisse avoir suffisamment le plus loin possible avant une deuxième levée. C'est ça, parce qu'en fait c'est trop facile de commencer à se payer entre guillemets un salaire quasi normal quand on fait une levée de fonds comme ça. Mais souvent ces boîtes-là tombent en fait en faillite ou disparaissent. Et c'est pour ça qu'il y a autant d'échecs. Je pense aussi dans l'écosystème, c'est les gens en fait s'attendent pas à ce que ce soit si dur en fait au début. C'est vraiment dur. Vraiment dur. Et donc quand on a ses potes et ses amis qui sont dans les Big Four, dans des boîtes de conseil, qui ont une voiture de fonction, qui ont de l'argent qui coule à flot de partout, et que quand on se compare, quand on a un dîner avec eux et que simplement ils posent des questions qui fâchent et c'est compliqué, quoi. Il faut s'accrocher, quoi. Et bon, voilà, ça a duré quand même. Faut s'accrocher, faut continuer à faire évoluer les choses. Il faut pas non plus être impatient parce que il faut aussi croire au fait que ce qui se met en place prend du temps, mais ça s'améliore. Et ouais, il faut un peu mordre sur sa chic, quoi. Et donc moi je pars du principe qu'en fait n'importe qui peut réussir, mais la question ça va être en combien de temps. Et donc à partir du moment où quelqu'un est suffisamment suffisamment motivé, ouvert à l'écoute, très important de pouvoir écouter en fait ce que les gens pensent et entendre les choses difficiles et recevoir le feedback, adapter en fait l'existant, se réinventer. Je crois que c'est essentiel pour réussir. Quelqu'un qui est borné, qui n'écoute pas, qui pense savoir mieux que les autres ce qu'il fait, là, c'est très dangereux, quoi, dans l'entrepreneuriat. Finalement, je pense que les meilleurs entrepreneurs, c'est les gens les plus empathiques, qui en fait ont compris que pour arriver à vendre une solution, il faut arriver en fait à se mettre à la place des utilisateurs, des clients au maximum. Et c'est ça la clé. Et donc, vous avez levé des fonds dans un objectif de développement de l'activité. Pardon. Mais il faut effectivement une rentabilité. C'est-à-dire, vous avez fait des ventes, mais vous vendez à qui et quoi? Alors, au tout début, en fait, le business model, il a pas mal bougé. Au tout début, on est parti du principe qu'on s'est inspiré en fait de ce qu'on connaissait. On s'est dit, il y a Google. Google, qu'est-ce qu'ils font? Ils listent. En fait, Google, c'est une marketplace. Hein. Enfin, c'est vrai que parfois, on a tendance à
à l'oublier. C'est une méga marketplace qui possède l'internet. Oui. Mais en gros, en fait, ils ont des crawlers qui crawlent des sites web, et puis ils les référencent sur leur site. Donc en fait, Google, c'est un site qui référence d'autres sites. Et Marketplace de sites. C'est une marketplace de sites. Et ceux qui payent finalement Google, c'est les gens qui font de la pub, parce que comme ils ont beaucoup de trafic, de facto, les gens payent pour être dessus. Et on s'est dit, en fait, nous, on a un site, on référence des spécialistes et on est un peu, on est vachement niche dans notre verticale, plutôt marketing digital, création. Et on va faire payer les gens simplement pour être mis en avant sur le site. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé. On a mettre en place tout un système de CPC, donc cost per click comme Google, c'est très compliqué. Donc en fait, on s'est dit, on va faire simplement un abonnement annuel. Vous payez une fois l'année et vous êtes en haut de la liste. C'était le premier modèle. Et donc au tout début, c'est ça qu'on vendait. Et puis évidemment, avec l'argent, on a pu commencer à investir plus dans le produit, on a pu développer plus de services et progressivement, on a évolué. Et donc on a fait beaucoup de modifications sur le site. On a commencé à avoir un premier commercial qui commençait à vendre, commençait à avoir du marketing pour essayer de créer du trafic évidemment pour pouvoir vendre cette visibilité. Et puis on a commencé à développer le service de matchmaking en 2015. C'est pour ça que on parle de 2015. Oui. En fait, c'est en août 2015. Je me rappelle très bien de cette date. On a analysé un peu des sites web aux États-Unis et en parlant avec des clients justement et en faisant une interview avec un utilisateur. On s'est rendu compte, en fait, c'était un décisionnaire d'une PME. Je crois que c'était une petite boîte. Ils étaient une dizaine ou une vingtaine. Et on lui a mis un ordi dans un bar. Je sais pas. À l'époque, c'était vraiment des meetings dans n'importe quel endroit. Et on lui a demandé d'essayer d'utiliser notre site. Et en fait, après même pas 2 clics, il était perdu. Et donc là, subitement, il y a toute la réalité du marché qui est tombée sur notre tête. On s'est dit, wow, en fait, ça va pas du tout, quoi. Oui, en fait, l'utilisateur n'est pas capable de chercher. Ouais, l'utilisateur n'est pas capable de chercher. Il sait pas, en fait, se débrouiller parce qu'à la base, c'était un moteur de recherche ouvert à tout le monde. L'utilisateur, il sait pas chercher tout seul. Après, c'est peut-être ce type d'utilisateur-là, etc. Mais c'est d'où l'importance, en fait, d'être à l'écoute des besoins des gens, quoi. Et il faut, le plus rapidement possible, montrer ce qui est en cours de réalisation. Il faut itérer le plus vite possible, en fait, parce que si maintenant quelqu'un développe pendant des années un produit qui pour lui semble magnifique, mais qu'il a jamais tenté de voir quelqu'un l'utiliser, ça va être un gros échec et il va perdre beaucoup d'argent. Et donc c'est un peu à ce moment-là où on a mis cette expérience devant ce dirigeant. Il était complètement perdu. Et là on se dit, ok, en fait ça marche pas. Ça marche pas. On va en fait faire complètement autre chose. On va garder le moteur de recherche pour nous et on va offrir un service de conseil qui va être en fait dans un premier temps un simple formulaire. Et une fois qu'on a le formulaire, on appelle la personne. Et on doit être le plus rapide possible pour aider cette personne à définir son besoin. Parce que souvent, les personnes en fait sont pas exactement sûres de ce qu'ils ont besoin. Et donc on s'est rendu compte qu'il fallait quand même donner un petit coup de pouce au niveau du conseil. Et comment est-ce qu'on donne du conseil ? On pose des questions. Oui. On s'intéresse. On pose simplement des questions. Donc en fait, c'était voilà. Et donc c'est comme ça qu'on a eu notre MVP, notre minimum viable product sur la partie matchmaking. Okay. Tout était fait à la main. Donc c'était un formulaire. Les gens remplissaient. On les appelait pour leur poser des questions pour clarifier leurs besoins. Et puis à la main, en utilisant notre moteur de recherche et les quelques données qu'on avait, on allait contacter à gauche, à droite les agences, les prestataires qui pouvaient correspondre au projet. Et comme on n'avait tellement pas de technologie, à la base, on avait vraiment créé une sorte d'usine bricolée du web. Où en fait, c'était tout le briefing, tout le projet était sur un Google Doc qui était partagé à des adresses mail de gens qu'on connaissait qui étaient dans des agences. Donc c'était ça en fait notre plateforme à la base. Un Google Doc avec un bouton qui était pas un bouton mais qui était simplement une sorte de bloc Google où quand ils cliquaient dessus ça ouvrait en fait leur provider d'email. Oui. Donc c'était en fait une sorte de fausse plateforme bricolée, mais ça fonctionnait quand même. Déjà on arrivait à gérer
un des premiers projets qu'on a fait, je crois que c'était pour Bipost. Ah oui. Mais parce que voilà, il y avait un besoin. Et mais voilà, mais c'est juste pour donner un peu une idée de. Oui, il faut être assez créatif. Il faut commencer avec le moins de coûts possible pour bien tester et pouvoir développer une fois qu'on sait ce qu'il faut développer. C'est ça. Et il faut être créatif aussi dans les solutions. Il faut pas se plonger directement dans le développement d'une grosse plateforme custom qui va prendre en fait des années à développer. Parfois en fait avec des bouts de ficelle, il y a moyen de faire des choses. Aujourd'hui, il y a des entrepreneurs un petit peu malins dans le web, ils peuvent quasi faire tout seul sans même développeur pour arriver à montrer qu'ils ont des chiffres intéressants. Un bon exemple, c'est pour ceux qui s'en rappellent, maintenant c'est vrai que ça a pas fait long feu parce qu'ils ont brûlé justement trop vite de l'argent. Après, il faut pas m'en vouloir si pour l'entrepreneur qui s'y l'entend, mais Menu Next Door typiquement, Menu Next Door à la base pour faire sa levée de fonds, c'était un groupe Facebook qui avait de l'attraction. Oui. Ce qui est donc au final qui est l'exemple typique de comment hacker une croissance sans technicité, sans développement. C'était uniquement en fait des posts dans un groupe Facebook fermé et les gens invitaient des gens à aller dans ce groupe. Mais voilà. Et donc, vous mettez en place petit à petit votre outil, mais il faut aussi, je pense, avec le chiffre d'affaires qui rentre, du coup, on n'a pas parlé de ça, mais vous facturez qui? Ah oui, pardon, je me suis un peu perdu. Mais du coup, en fait, notre service a toujours été gratuit pour les entreprises qui ont un besoin, parce qu'en fait, on part du principe que notre but, c'est d'aider un maximum d'organisations et de boîtes à se développer, à innover. Donc, on n'a pas envie de mettre de frein pour eux. Et donc, de l'autre côté, finalement, les prestataires, on leur crée du business. Oui. Donc, à partir du moment où on crée du business pour les prestataires, que ce soit en termes des outils qu'on développe pour eux, que ce soit en termes de les aider à augmenter leur réputation en ligne, à confirmer leur qualité de service, ou que ce soit pour avoir du business, ils payent en fait un abonnement pour ça. Donc, on a pas mal de services maintenant qu'on offre qui leur permettent finalement de se développer, que ce soit même avoir accès à des données pour pouvoir comprendre comment ils performent par rapport à leurs concurrents. Oui, ça, leur positionnement prix aussi, éventuellement. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vraiment tous ces aspects-là, finalement, vont les aider eux. Et donc, c'est pour ça que, pour l'instant, en tout cas, notre pricing est uniquement du côté des prestataires. Okay. Après, peut-être, dans le futur, pour des services beaucoup plus avancés, par exemple, pour des corporates qui auraient un besoin hyper spécifique, qui nécessite du travail de notre part, à ce moment-là, on va potentiellement développer une offre, mais c'est trop tôt pour vraiment discuter. Et donc, du coup, ce chiffre d'affaires commence à rentrer. Vous êtes toujours 4, mais peut-être falloir vous structurer alors. Vous embauchez des personnes. Vous commencez par vous payer avant d'embaucher. Vous embauchez d'abord? Non, en fait, quand on fait cette première levée de fonds, on prend un stagiaire. C'est Andrea. D'ailleurs, il est toujours là. Un stagiaire en digital marketing, un passionné des outils web, qui vient gratuitement nous aider pendant 6 mois. Merci Andrea. Merci Andrea. Et qui en fait maintenant est revenue manager de toute la boîte au niveau global. Donc il a fait un beau. Il a progressé avec la boîte. Il a progressé avec la boîte. Et donc, c'est assez incroyable le parcours qu'il a eu chez nous. Et il a encore un parcours incroyable à parcourir avec nous, je suis convaincu. Et puis on a engagé notre premier développeur, Simon aussi, qui est toujours là, qui est maintenant team lead de l'équipe engineering. Et donc en fait, ça a été le réflexe, c'était d'engager quand même des aspects techniques dans la boîte parce qu'on avait besoin de développer cette plateforme. En fait, donc on a on s'est payé quand on a fait cette levée de fonds, je crois 1 000 € par mois. Oui. C'était déjà un changement de qualité de vie incroyable entre 0 et des sandwichs chez Colruyt mou. Oui. C'était ce qu'on mangeait sur le temps de midi parce qu'on n'avait vraiment pas d'argent. Et 1 000 € par mois, on vivait comme des rois. C'était Byzance. Voilà, c'est ça. Et donc, petit à petit, votre business model se construit, l'équipe se met en place, il y a un marché qui se crée ou se consolide en Belgique, et vous vous dites, on va pas rester que en Belgique. Ouais. C'est ça ?
En fait, on se rend compte assez rapidement quand même que le marché belge est quand même limité en termes de taille. Même si c'est un super beau marché, j'adore la Belgique et je suis très fier. Mais c'est vrai que réussir dans le web, réussir en tant que plateforme, ça n'a aucun sens de rester sur la Belgique en fait. Oui. Parce qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de créer une sorte de nouveau paradigme business, quoi. Donc, nous, on veut changer la manière dont les boîtes collaborent ensemble. Donc, si on a senti que ça marchait en Belgique, on a été, peu importe que le produit soit fini, on s'est dit, OK, on se lance en France, parce qu'on était francophone, et on s'est dit, ça va être un marché quand même beaucoup plus grand que le marché belge. Et donc, on a ouvert la France sans que le business model soit vraiment solide ou que on ait du trafic. Donc, ça a été fait un peu à l'arrache. Ok. Ça a été vraiment et fait la France sans vraiment faire plus d'analyse que ça. Ouais. En fait, j'avoue que nous, on est fort dans l'action quand même. Et on a un esprit qui est assez radical. Donc, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire peur. Mais on n'aime pas trop chipoter, en fait, et tergiverser pendant des heures sur les choses. Si on a quelques signes que ça fonctionne, on y va à fond parce que en fait, si on le fait pas comme ça, on perd du temps et donc on va jamais y arriver, quoi. Ok. Et donc on se lance. Donc en gros, comment est-ce qu'on commence au début? En fait, on réplique ce qu'on a déjà fait en Belgique. On va aller récupérer d'abord de l'information et de la donnée sur tous les prestataires pertinents en France. S'assurer qu'on a une bonne base de données, c'est déjà la première étape pour nous. Donc sur le web. Sur le web. Donc faut qu'il soit visible déjà. Ouais. Donc voilà, on va donner des. À l'époque, on n'avait pas vraiment non plus un playbook hyper précis, mais d'ouverture de marché en ouverture de marché, on a commencé à tout définir. Et puis en fait, on va prendre le Thalys, quoi. Oui, c'est ça. Et donc après, comme on n'a pas beaucoup d'argent, on avait fait une levée de fonds. On avait de l'argent sur le compte en banque, mais on s'est dit, c'est notre trésor de guerre, entre guillemets, on doit le garder le plus longtemps possible. Oui. Et donc, au lieu de le gaspiller, on s'est dit, on doit tout optimiser tout le temps pour pas gaspiller cet argent. Et donc, on fixait des meetings au téléphone depuis la Belgique, et on essayait de remplir, en fait, notre agenda sur 2-3 jours, où on faisait par jour 4, 5. Il y a un membre de l'équipe qui a déjà fait un record, qui a fait 7 meetings sur une journée, mais physique. Donc vraiment good luck pour faire 7 meetings sur une journée, parce qu'il faut vraiment et puis il faut se déplacer. Il faut se déplacer et tout. Et donc en fait, dès qu'on arrive déjà à 5 meetings sur une journée, souvent alors si on a du trafic, les bureaux sont éloignés les uns des autres, c'est l'enfer. Enfin bon, voilà. Mais donc en gros, c'était un peu ça. Donc on arrivait à Paris en Thalys le lundi matin. On avait 4 meetings sur la journée. On était parfois seuls, parfois 2. Chacun avait ses 4 meetings. On se bouffait les meetings. On vendait ce qu'on pouvait vendre. Enfin, donc, d'où l'importance d'avoir des capacités de vendeurs. Oui. On faisait parfois des meetings dans des restaurants, parfois dans des bars, parce qu'on n'avait pas de bureau, on n'a rien. Oui. Puis on allait dormir dans notre petite chambre, la moins chère possible d'Airbnb. La moins chère possible, c'est très important. Oui. Donc la chambre à 35 €, c'est possible. Il y a moyen. Ok. Et puis voilà, et puis on buvait une bière à 2 si on était à 2, ou alors on se préparait pour le lendemain et on essayait de dormir avec. Ouais. Donc c'était un peu ce côté un peu aventurier, quoi. En fait. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est quand on ouvre un marché comme ça, avant le Covid, c'était un peu comme ça. Donc on allait sur place, on faisait. Après, c'est vrai qu'avec le temps, la maturité, on a fait évoluer pas mal les choses. Maintenant, on se rend compte en fait que la chose la plus importante, en fait, c'est peut-être d'abord travailler sur les données, travailler sur notre marketing dans la zone. Et bon, tout ça, c'est des techniques qu'on a développées avec le temps. Mais justement, qu'est-ce que maintenant, si tu rouvres un pays, tu fais comment? Du coup, c'est assez similaire. C'est juste que la partie physique de devoir faire des meetings face-to-face n'est plus spécialement indispensable. Parce que en fait, avec le Covid, comme on a continué à faire une belle croissance malgré le fait qu'on ne pouvait plus voir les clients. Ce qui est important, c'est simplement pouvoir parler la même langue et en fait avoir un process où en fait d'abord ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer le marché. Puis une fois qu'on décide, ok, le marché est prêt, on le lance. Là, on va commencer à
à déployer des ressources marketing, à générer en fait du business. Et puis une fois qu'on a du business, on va commencer à déployer un commercial pour aller contacter les prestataires qui pourraient être intéressés par le business. Et puis on va mettre en place des process progressifs, étape par étape, pour aider en fait le marché à se développer. Et donc voilà, c'est un petit peu ça notre sauce. Je vais pas être trop dans les détails parce que c'est de garder quand même les choses un peu pour nous, mais on a grosso modo 4 grosses étapes par rapport à un marché, et à chacune de ces étapes, il y a des tâches spécifiques à réaliser. C'est une sorte de grande Gantt chart pour ceux qui connaissent un peu dans le produit, une sorte de plan d'attaque, quoi. Et donc du coup, vous êtes présent en Belgique, en France, qui est, si je me trompe pas, votre plus gros marché finalement. Ouais. En Espagne, aux Pays-Bas et en Allemagne. Ouais. C'est ça. Donc vous avez visé autour de la Belgique, plus ou moins. Oui, en fait c'était assez logique pour nous de se dire. Alors on a aussi en fait le Moyen-Orient qui a démarré un peu tout seul. Comme on était parti du principe que à partir du moment où il y a de la donnée, qu'elle est bien structurée, qu'elle crée de la valeur, si on sait le faire pour la Belgique, pourquoi pas le faire pour le monde? Oui. Et donc, on a en fait fait une sorte de travail un petit peu au niveau de données, au niveau mondial. On a structuré tout ça, rendu les choses agréables. On a des clients même au Vietnam. Enfin, on ne fait rien au Vietnam, mais de manière un peu organique, vu qu'on a travaillé sur notre référencement. Au final, on a du business qui tombe un peu partout dans le monde, aussi aux États-Unis, pas mal au Mexique aussi pour l'instant. Enfin. Mais notre focus, l'idée c'est de se dire ok, on a en fait suffisamment de business par exemple à Dubaï et aux Émirats pour se dire ok, maintenant on déploie des ressources commerciales, et donc ça fait partie maintenant de un de nos core markets, c'est le Moyen-Orient. On a en fait le Moyen-Orient en fait c'est une zone qui est en pleine expansion en fait, et donc il y a beaucoup de besoins de leur côté à innover, développer, et de manière naturelle on se retrouve en fait avec là. Et donc quand vous ouvrez entre guillemets un pays, c'est que vous détachez un commercial sur place et une petite équipe. Même pas. Oui, alors par exemple pour le Moyen-Orient, on n'a personne sur place. Oui, vous faites depuis ici. On fait depuis ici. Et alors on a quand même quelqu'un en Tunisie qui commence. Enfin, donc c'est important évidemment que la personne parle arabe, et dans un arabe le plus commun possible pour un maximum de pays arabes. Mais qui, depuis la Tunisie, en fait, est en train de développer le business en Égypte, à Dubaï, au Qatar, aux Émirats. Bon, alors on a une personne qu'on connaît en commun et qui est passée par ce podcast, c'est Rodolphe. Et lui disait, faut attaquer les grands marchés tout de suite. Vous venez de lever des fonds, 11 millions, c'est ça? Oui. Et j'ai lu, alors est-ce que c'est vrai ou pas, que vous ciblez du coup potentiellement les États-Unis? Oui, clairement, c'est sûr. Donc, alors pourquoi est-ce que les États-Unis? Parce que c'est, au niveau du taille de marché, c'est 50% du marché mondial. Ouais, ok. Oui, donc ça parle tout seul. C'est ça. Mais après, il y a plus de concurrence. C'est un marché exigeant quand même. Mais ce qui est assez intéressant sur le marché américain, de ce que j'ai déjà pu un peu entendre et ressentir, c'est que c'est des gens, des entrepreneurs, des décisionnaires qui osent. Donc, et c'est vraiment en fait le problème qu'on a en Belgique, c'est on a plein de talents, mais qui osent pas en fait. On est hyper prudent surtout. Et donc, de facto, vendre en Belgique, c'est peut-être plus compliqué que vendre aux États-Unis. Mais après, il faut quand même que le service délivre. Et donc, d'où l'importance d'avoir quand même suffisamment de ressources pour investir et préparer le marché américain. Ça se prépare, hein. Donc un marché comme ça, c'est tellement un gros marché qu'il faut. Aujourd'hui, on est déjà en train de réfléchir à la structure qu'on va mettre en place pour s'attaquer au marché. Mais il faut pas l'imaginer, vu qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est différent du monde que j'expliquais où on était obligé d'aller sur place et tout. Donc on peut le faire à distance aussi. On n'est pas obligé d'avoir une équipe de 40 personnes à New York pour pouvoir se lancer. On a une boîte web. Ce qui est un de nos avantages. Après, il faudra sûrement des locaux, des natifs qui ont l'accent, qui ont la culture pour pouvoir justement créer cette. Et idéalement, il faut que ce soit sur le même créneau horaire parce que on va pas demander à des gens à travailler la nuit. Oui. Et donc de facto, on va se retrouver à mon avis à avoir un bureau sur le sol américain ou canadien
pour s'attaquer au marché nord-américain. Mais c'est quelque chose qui se prépare, qui va se mettre en place progressivement. Oui, et puis il faut pas rater le lancement. Oui, c'est ça. Après, on est dans du B2B, donc c'est un peu la différence avec les success stories dont tout le monde parle tout le temps, qui sont dans des boîtes plutôt B2C, où il y a un côté d'agressivité beaucoup plus intense. En B2B, en fait, les processus de vente sont plus longs, les processus de négociation sont plus longs, donc tout est un petit peu plus long, un peu plus lent, mais la taille des deals sont beaucoup plus gros. Et donc, en fait, la dynamique de marché est un peu la même pour nous. Donc, c'est vrai quand je regarde, par exemple, on a des outils data qui me permettent d'avoir des benchmarks par rapport à des boîtes similaires qui sont dans le B2C. Ben, nous, on est 3000 fois plus gros en termes de benchmark de taille de business par client, par exemple, que la plupart des boîtes qui font notre taille, quoi. Qui sont dans le B2C, mais parce que c'est normal en fait. Donc de facto, tous les processus qu'on doit déployer de notre côté, ben on va plutôt maintenant le faire, je crois, correctement, proprement, au lieu de prendre un avion, aller à New York et perdre beaucoup de temps à faire un aller-retour pour aller rencontrer 4 personnes. On va pas faire ça comme ça. Oui. C'est hyper excitant de se dire on va le faire comme ça. Oui, mais c'est pas. Mais en fait, pertinent. C'est finalement, de notre expérience, finalement, c'est pas ça qui va faire qu'on va réussir aux States. Si on va réussir aux States, c'est pas vite prendre l'avion et faire des allers-retours. Ça va être de récupérer la donnée, bien la structurer, activer tout ça avec du marketing en ligne. Et puis après, une fois qu'on commence à créer une force de frappe, là, on déploie de manière plus agressive des commerciaux. C'est se concentrer sur son process qui est éprouvé. C'est ça. Et continuer comme ça. C'est ça. Dérouler. Mais du coup, dans ton process, pour voir si ça marche bien, voir si tu travailles convenablement, enfin si l'équipe travaille convenablement, qu'est-ce que vous mesurez ? Sur quoi est-ce que vous êtes attentif tous les jours ? Est-ce qu'il y a des métriques en particulier ? Est-ce qu'il y a des... Alors, ça, c'est pour devenir un petit peu parano parfois, parce que en fait, quand on a une marketplace, on a des datas tout le temps partout. Oui, vu que faut en choisir du coup. Ouais, du coup en fait c'est assez compliqué parce que déjà il y a 2 types de clients, enfin 2 types, oui. deux gros pools de clients qui ont des intentions tout à fait différentes. Oui. Donc chacun a ses propres KPI. Après on a la rencontre entre les deux où évidemment il faut aussi bien mesurer ça. Donc au final on a pas mal de KPI qu'on suit. Ça va être typiquement on va suivre le nombre de demandes qu'on reçoit du côté de la demande. On va compter le nombre de clients qu'on a du côté des prestataires de services. On va compter quelque chose qu'on compte aussi sur lequel on va mettre plus l'accent, à mon avis, c'est le nombre de reviews typiquement qu'on arrive à collecter, parce que ça crée de la valeur pour les deux côtés de la plateforme au final. C'est important pour en fait créer de la valeur pour tout le monde. Et puis évidemment tout ce qui est churn, donc mesurer le churn, mesurer la satisfaction de l'équipe, c'est hyper important. C'est notre premier KPI en fait. Le churn, pour définir, c'est si on arrive sur le site et qu'on commence mais qu'on arrête. C'est ça. En fait, oui, c'est oui, c'est ça pour résumer vite. Donc c'est si on est client payant, quand même, il y a cette notion d'être client payant et qu'on arrête d'être client payant. Par exemple, prenons l'exemple de Basic Fit. Je vais à la salle de sport, je prends un abonnement en Basic Fit. Le Covid arrive, ils ont proposé de friser les abonnements. Perso, moi, j'ai churné de chez eux parce que ils ont réactivé mon compte sans mon autorisation. Ouais. D'ailleurs, je le dis publiquement, je trouve que c'est un scandale. D'ailleurs, ils mériteraient un énorme procès parce que je pense qu'ils se sont fait des millions en faisant ça, vu qu'ils sont des millions de clients. Et donc, du coup, trouvant que leur pratique commerciale était abusive, j'ai dit ok, moi je me barre, j'arrête, et j'ai résilié mon contrat. Et donc t'as churné. Et donc j'ai churné, et voilà, ça c'est un churn. Donc c'est un truc qu'on mesure évidemment, hyper important. Et chez nous, on essaie de récupérer un maximum de feedback sur les raisons, et on travaille vraiment d'arrache-pied pour créer un maximum de valeur. Et on sait parce qu'on lit évidemment tous les feedbacks, qu'il y a plein de bonnes raisons pour churner, et que de notre côté, on fait tout pour améliorer les choses, pour qu'ils soient de plus en plus satisfaits. Donc voilà, c'est un travail de tous les jours.
Et justement, pour avoir la force ou l'envie et la volonté de continuer ce travail, tu disais au début que votre volonté, c'était un peu changer le monde. Entre-temps, vous avez grandi, vous avez appris plein de choses. C'est toujours un peu ça? Ou ça a évolué? Qu'est-ce qui te motive tous les jours? En fait, moi, ce qui me motive, c'est... j'avoue qu'il y a peut-être un côté un peu... il y a peut-être un peu un côté mégalo de se dire, depuis la Belgique, on pourrait faire changer la donne auprès des States. Parce que, en fait, quand on regarde toutes les boîtes connues et grosses boîtes, chaque fois, il y a le drapeau américain à côté. Enfin, ou un peu israélien, il y a quelques... Mais la Belgique, bon, il y a Odoo maintenant qui arrive, et c'est bien. Oui. Bravo Fabien. Mais je trouve que la Belgique, on n'est pas encore représenté pour la qualité de ce qu'on fait. Donc moi, j'avoue que c'est un petit côté patriotique de pouvoir me dire, ok, plantons le drapeau belge aux États-Unis et soyons respectés pour ce qu'on est, quoi. Oui, on a une belle opportunité de marcher en même temps. Ouais, c'est ça. Mais donc voilà. J'avoue que c'est un petit peu finalement le trip dans lequel on est tous les jours, c'est dire allez, c'est bon, on peut y arriver. Et si on reste plus sur toi en tant que personne, est-ce que tu as des bonnes habitudes ou des petits tips qui t'aident à gérer tout ça au quotidien? Est-ce que, je sais pas, tous les matins, tu te lèves à 5 heures pour aller faire 1 heure de sport ou... Non, alors ça fait partie d'un de mes rêves de pouvoir avoir ce genre de setup, mais non, en fait, je me couche beaucoup trop tard et donc voilà, ça c'est un peu c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Non, en fait, j'ai une routine, oui, j'essaye tous les matins de faire un peu de sport quand même. En effet. Ça va, finalement. Finalement. Bon, idéalement, il faudrait que je me lève avant 7 heures. Et donc, mais bon, dépendant un peu de la saison. Et là, j'avoue qu'avec l'hiver qui arrive, j'ai un peu plus du mal. Mais j'essaie de mettre un réveil à 6h45, 6h30 si je suis vraiment motivé, pour aller faire des exercices le matin, simplement du fast burning. Oui. Où voilà, pendant 10 minutes, un quart d'heure, j'essaie de transpirer un maximum. Intense. Voilà. Donc sur YouTube, je vous invite à regarder 10 minutes fat burn, je pense. Et donc simplement, vous allez voir des vidéos. Je mettrai un lien. Vous allez voir des vidéos de gens qui font des exercices sans s'arrêter pour transpirer le plus vite possible et brûler de la graisse. Donc ça, c'est un petit peu tous les matins, je fais ça. Et puis je prends pas la douche froide. J'ai essayé, je trouvais que c'était un délire quand même qui m'a pas spécialement correspondu. Et puis je me prépare, quoi. Je me fais, je déjeune pas le matin non plus parce que j'essaye de rester en effet, je suis un peu en mode fasting, donc je mange pas pendant au moins 14-16 heures. Oui, un jeûne intermittent. Jeûne intermittent, ouais. C'est ça. Et donc j'attaque en fait, j'essaie d'attaquer à 8 heures. Bon, c'est vrai qu'avec le temps, avec les années, je me suis rendu compte que j'avais tendance à attaquer plutôt à 8h15, 8h30 parfois. Mais c'est un truc qui a aussi fait notre différence, je pense, c'est que tous les jours, on commence à 8h à 4. Mais depuis le début jour 1, quoi. Donc on s'est toujours fouetté pour être à 8h au boulot et on restait jusqu'à 20h. Donc en fait, on se faisait... En fait, en travaillant à 4 comme ça, tous plus que la moyenne. Ouais, oui, ça faisait le travail de 6 personnes. C'est ça, et donc on gagnait finalement pas mal en termes de travail. Et bon, après le week-end, c'est vrai que le week-end, parfois, moi j'ai pas l'impression de travailler en fait, c'est ça le truc. C'est comme je pense j'aime ce que je fais, que je suis toujours un peu excité par les nouveaux projets, les nouveaux dossiers et tout. Je compte pas vraiment mes heures. Et c'est ça en fait, je crois la clé, c'est il faut pas commencer à compter ses heures. Mais le matin, donc à 8h, 8h15, je me prends mon café, un verre d'eau, je prends alors ça c'est un truc que j'ai appris, c'est je prends des post-it. Je prends un post-it et j'essaye d'écrire vraiment, enfin je regarde d'abord mon agenda le matin, je regarde qu'est-ce que j'ai dans mon agenda. Je note les points de mon agenda pour me dire ok, ça c'est le truc que je dois faire, c'est prévu, etc. Et puis je vais ajouter les dossiers sur lesquels je sais qu'il faut absolument que je bosse. Et je vais essayer d'avoir maximum 6 points sur mon post-it.
Le problème, en fait, en tant que CEO, c'est que ces points, il y a plein de points autres qui s'ajoutent en cours de journée. Oui. Donc, au final, souvent, je me retrouve en fin de journée avec 1 ou 2 trucs que j'ai pas eu le temps de faire. Et donc, ça me frustre un peu. Mais bon, au moins, j'ai mon post-it. Chaque fois que j'ai réalisé la tâche, je barre la tâche, ce qui est très gratifiant. Et au moins, on voit qu'on avance, quoi. Oui, oui. Et en fait, à un moment donné, j'ai utilisé plusieurs méthodes. Il y a des tools qui existent, enfin, des outils, genre Todoist, des trucs comme ça. En fait, moi, ça me convient pas. J'ai besoin finalement bêtement des post-it et du papier. J'y vois, c'est plus facile finalement que de devoir avoir des outils à gauche à droite qui font des reminders, des trucs et tout. Parfois, on a tendance à se complexifier un peu la vie avec tous ces trucs. Oui. Moi, simplicité, papier, bic. Maxi point. C'est ça, maxi point. Et après, il y a des points, ouais, parfois ça peut traîner un peu. Et donc, par exemple, pendant la levée de fonds, j'avais souvent fundraising comme point. Et c'était trop large. Donc là, il faut le découper en petits morceaux. C'est appeler tel fonds, ouais, c'est ça. Tel meeting avec machin, préparer, feedbacker le deck, tel slide. Mais donc, ouais, il faut décomposer parce que sinon l'exercice marche pas. Mais ça, franchement, c'est assez efficace. Et donc ça, c'est une première chose que je fais. Et puis autre chose que je fais, c'est j'essaie d'automatiser mon agenda un maximum. Ça, c'est la clé en fait. C'est bien gérer son agenda. Et je sais qu'il y a des trucs que je dois encore améliorer, mais c'est à l'avance. J'ai quasi tout mon agenda qui est rempli pour la semaine prochaine, même dans 1 an. J'ai déjà en fait des événements qui sont systématiques et récurrents. Que ce soit pour rester en contact avec les différents départements, rester en contact avec les gens aussi que finalement avec lesquels je gère ou enfin entre guillemets cette relation, c'est pas je gère mais c'est plus que tu dois suivre, que je dois suivre quoi pour pouvoir être en contact avec ce qui se passe quoi. Donc tout ça finalement c'est comme on doit être en contact régulier, j'ai mis des événements qui ont lieu toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les mois. Par exemple, avec la boîte, on a des meetings mensuels pour expliquer tous les projets qui ont été faits, pas faits. Tout ça, c'est des éléments qui sont déjà bloqués dans l'agenda pour les 10 prochaines années. Enfin, oui. On va pas changer le rythme, sauf si à un moment donné, on se dit, OK, en fait, on change le rythme, on efface l'événement, on recrée un autre type d'événement. Oui. Mais donc, au final, cet agenda est déjà rempli. Et je bloque aussi tous des moments dans ma semaine où je vais pouvoir travailler sur mes dossiers à moi, quoi. Donc, j'ajoute des moments où c'est deep work ou not disturb et je m'interdis de mettre des meetings à ce moment-là où j'essaie vraiment de me bloquer du temps. C'est pas toujours facile et parfois j'ai quand même tendance à craquer et à accepter parce que on se dit bon, j'essaie de recruter quelqu'un. Si je mets aucune disponibilité dans mon agenda pour rencontrer des candidats, c'est un peu compliqué évidemment parce que les gens ils ont pas non plus de disponibilité n'importe quand. Donc voilà. Donc il faut essayer de trouver un peu l'équilibre. Et après, pour tes meetings avec d'autres personnes, tu utilises un tool qui s'appelle comment déjà? Calendly. Calendly, oui. Calendly, ouais. C'est qui donne accès à tes plages disponibles, en fait. C'est ça. Et donc là, en fait, c'est pas mal parce qu'au final, comme je décide à l'avance, ok, je suis prêt à être rencontré à tel et tel moment de la semaine par des personnes. Alors, ça peut être on peut même définir, on peut même aller plus loin. On peut dire ok, que ce soit des personnes qui veulent me vendre une solution. Donc ça peut être enregistrer un podcast. Ça peut être des personnes qui sont plus dans du conseil. Enfin, en fait, on peut même diviser tout ça et subdiviser. Et puis on peut créer. Je l'ai pas fait, mais à mon avis, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont au-delà de mon utilisation, c'est qu'ils créent vraiment plein de calendriers spécifiques pour plein de types d'événements spécifiques. Et alors ils s'assurent en fait que leur semaine est équilibrée et qu'ils se retrouvent pas à être bouffés par les autres en fait, parce que il y a un peu ce problème-là, c'est que en fait, je me retrouve souvent à être bouffé. Mon temps se retrouve bouffé par tout le monde. Qui remplit ton agenda. Ouais, pour l'envie de me parler de je sais pas quoi. Là, avec la levée de fonds, j'ai des commerciaux qui essaient de me contacter tout le temps. Oui. C'est en fait, voilà, moi je réponds plus quoi maintenant, parce que c'est parce que c'est un peu l'enfer quoi. Sinon en fait, moi j'avance pas quoi. Si je me retrouve à répondre, et ça commence à être un peu la même chose avec les emails. Je me fais contacter par email, mais j'ai des centaines d'emails en pending. Je suis en train de me poser la question, est-ce que je créerais pas un autre mail pour en fait abandonner celui-là, en me disant ben voilà, en fait
est-ce qu'il y a vraiment un gain à lire tous ces trucs? Alors souvent, j'ai mis des automations pour essayer d'automatiquement mettre en spam des trucs, catégoriser. Mais enfin voilà, il y a un moment donné, too much. It's too much, quoi. Mais je crois que c'est un enjeu, en fait, de tous les leaders, tous les décisionnaires. Enfin, c'est pas spécialement un enjeu de start-up, c'est un enjeu même, de n'importe quelle personne qui a des responsabilités dans une structure. Et puis, c'est vrai qu'avec Internet aujourd'hui et tous les outils automatisés, en fait, tout le monde se retrouve un peu face à ça aussi. Mais voilà. Tu as lu certains livres ou tu écoutes certaines choses qui t'aident aussi à t'organiser ou à apprendre ou à continuer à te former? Alors, oui. C'est vrai que, honnêtement, je lis un peu moins ces derniers temps. C'est vrai que j'ai tendance à plus parler avec d'autres entrepreneurs pour l'instant, dont aussi des investisseurs, dont Rodolphe, qui m'a donné déjà plein de conseils. Et donc, voilà, le temps d'implémenter rien que ces conseils, ça me prend du temps. Donc, en fait, je me dis, OK, fonce. Donc, il faut trouver un peu l'équilibre entre tout le temps apprendre et implémenter ce qu'on a appris. Et donc oui, j'avoue qu'avec le temps, j'ai eu un peu moins cette énergie. Au début, systématiquement, je me faisais deux bouquins business par week-end pour me distraire. C'est parce que voilà, on était vraiment loin au niveau des. C'est le même genre de distraction bizarre. Et aujourd'hui, j'avoue que là, après il y a ma vie privée qui a pris un peu plus de place. Je me suis marié, je viens d'avoir une nouvelle maison, donc une maison, ça nécessite un petit peu de setup. Il faut mettre le truc un peu en place. Ouais. Et donc voilà. Mais après, une fois que j'aurai un petit peu plus de temps, je vais recommencer à me replonger dedans. Je crois que c'est important de rester quand même alerte par rapport à ce qui se fait. Et un avantage, en fait, pas des moindres, c'est que j'ai un de mes associés, Nicolas Finet, qui lui est vraiment un combattant de la connaissance. Enfin, il est hyper passionné par ça, et donc il partage énormément d'articles, et donc il me fait finalement, sans s'en rendre compte, il me cure du contenu qui est hyper valorisé, hyper intéressant, que je lis régulièrement. Ouais. Donc, en fait, tous les jours, je lis, honnêtement, finalement, parce que j'ai des articles qui sont partagés dans Slack, qui est en fait une application pour communiquer en interne, qui sont partagés par les membres de l'équipe. Et on a créé cette culture de l'éducation. Oui, donc, éducation interne. Éducation interne. Donc, tout le monde partage ce qu'il apprend. On a des workshops en interne. Et donc, au final, avec tout ce qui se passe déjà en interne, tous les jours, j'apprends, quoi. Donc c'est vrai que je prends moins le temps d'aller dans la bibliothèque, me prendre un bouquin et me poser pendant une après-midi. Mais donc, voilà. Ça, c'est un petit peu mon quotidien. Qu'est-ce que tu dirais, soit au toi jeune qui hésite à se lancer, ou à un jeune entrepreneur qui nous entend et qui se dit je sais pas par quel bout prendre les choses, mais voilà, tu lui dirais quoi? Comment est-ce qu'on fait? Par quoi on commence? À quoi il faut faire attention? Moi, je crois que le plus important, faut pas trop se poser de questions. Si on se pose trop de questions, on n'ose rien faire, en fait. Et les gens qui se posent trop de questions, au final, ils vont juste voir la difficulté plutôt que les solutions. Donc, il faut être un peu rêveur, un peu naïf. Et puis, il faut être un peu un combattant, quoi. C'est un combat, quoi. L'entrepreneuriat, c'est un combat contre soi-même, un combat contre les autres. Parce que quand on se lance au début, il y a des gens qui vont en fait se moquer, il y a des gens qui vont donc il faut rester en fait c'est un peu comme dans le film de McDonald's, de Founders. Il dit il faut rester c'est la résilience, quoi. Résilience, persistance, je sais plus exactement la phrase qu'il dit, mais en gros c'est le message. C'est tout est possible, mais maintenant ça ne dépend que de toi, quoi. Et en fait, je crois que c'est important si tu vas réussir ou si tu vas échouer, ça ne dépend que de toi.
de ta capacité d'écoute, de ta capacité d'adaptation, de ta capacité à en fait aller au-delà de tes capacités. Et c'est pour ça en fait que beaucoup d'entrepreneurs lisent, s'instruisent, parce que il faut aller chercher l'info, il faut aller chercher le feedback, il faut aller chercher les nouveautés, il faut aller et donc si t'as pas peur de ça, t'es un entrepreneur, vas-y. Si par contre déjà rien qu'à parler de ça te fait peur et tu transpires et tu te sens pas à l'aise, peut-être que c'est pas fait pour toi. L'entrepreneuriat est pas fait non plus, je pense, pour tout le monde. Même si j'aimerais bien que ce soit le cas, tout le monde n'est pas prêt à prendre ce stress. C'est du stress quand même. Oui, ça c'est sûr. C'est beaucoup de stress. Est-ce qu'il y a un sujet dont on n'a pas parlé et qui te semble important dans ton parcours et qui pourrait être intéressant à partager? Très bonne question. J'ai l'impression d'avoir déjà parlé pendant des heures, mais... Oui, non, pendant 1 heure. Ouais. Bah, écoute, qu'est-ce que je pourrais partager Qu'est-ce que les gens veulent savoir? Qu'est-ce que tu veux savoir, peut-être? Est-ce que tu es... parce que tu viens de dire justement que tu t'es marié et que tu soignes un peu ta vie de famille avec un changement de maison et autres. Tu as une certaine vigilance justement pour cet équilibre vie privée, vie pro? Oui, alors c'est vrai que pour le coup, après, je sais pas si mon père va m'écouter ou pas, mais j'ai eu un très mauvais exemple de père work alcoolique. Enfin, c'est toujours le cas, qui se réveille à 4 heures du matin. Enfin, c'est un médecin et qui partit du principe que il faut faire un maximum d'heures sur sa journée pour réussir et pour aider un maximum de personnes. Donc et donc, comme médecin, il est pas parti du principe je vais coacher d'autres médecins pour créer un cabinet. Il est pas parti dans cette idée-là. Il est parti du principe j'ai mon temps à moi et je dois faire un maximum de mon temps à moi. Et donc, en fait, ça c'est un truc que j'essaie d'éviter, c'est de penser trop comme ça et de penser plus. Ok, comment est-ce que je peux faire avec mes 8 heures par jour, même si finalement j'en fais sûrement plus, mais comment je peux faire avec souvent c'est peut-être 10. Peut-être parfois ça peut être plus, mais enfin voilà. Qu'est-ce que je fais avec mon temps pour faire plus? Et donc là typiquement, je suis en train de chercher. Donc si jamais dans l'audience il y a un futur potentiel entrepreneur ou quelqu'un qui veut se lancer mais qui ose pas se lancer et qui aimerait bien vivre en fait la vie de CEO, je cherche aujourd'hui un executive associate, un bras droit, qui va être une ou un jeune qui vient de sortir de master ou qui est en master ou qui cherche sa première expérience pro ou qui a déjà peut-être une petite expérience pro qui va pouvoir en fait m'aider à faire plus. Et en fait c'est ça maintenant, c'est comme ça que j'essaie de réfléchir, se dire ok, comment est-ce que je peux faire plus tout en ayant mon temps qui est limité à moi. Et donc, comment est-ce que je vais pouvoir s'assurer que les rapports pour les investisseurs sont prêts à temps, s'assurer que les présentations d'équipe sont prêtes à temps, s'assurer que qu'il y ait une excellence opérationnelle dans toutes les équipes et que je puisse continuer à donner mes inputs pour les aider aussi à parfois à se réinventer aussi. Donc faire tout ça, c'est compliqué et donc en gros, c'est pouvoir mettre 12 points sur ton post-it et en donner 6. C'est ça. Ou alors, c'est en fait peut-être moins en réduire et peut-être passer à 4, mais les faire mieux. Oui, c'est ça. Et en fait, idéalement, c'est que je puisse diminuer peut-être le nombre de points sur lesquels je bosse, mais quand je fais les points, je puisse donner des inputs beaucoup plus valuable pour les équipes, pour les clients. Recontinuer. Alors, je parle de temps en temps avec des clients, mais pas assez. J'aimerais bien passer plus de temps à justement parler avec les clients. Pour justement être sûr que derrière on priorise bien tout aussi au niveau de la boîte quoi. Et s'il y a cet executive assistant qui nous écoute, comment est-ce qu'il te contacte? C'est très simple, il y a une job description sur notre site et il peut compléter son CV, envoyer son CV et je vais être ravi de pouvoir parler avec lui. Alors je mettrai le lien aussi. Génial. Parfait. Eh bien, écoute, je pense qu'on a fait un bon tour. Merci beaucoup pour ton temps. Merci de m'avoir accueilli. Merci d'avoir réservé une place sur ton post-it du jour. Et à très bientôt. Oui, à très bientôt.
Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.